Et nous sommes en compagnie d'Audrey Marty. Bonjour Audrey. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va aussi, je vous remercie. On a eu des difficultés à vous joindre. Oui, du coup c'est moi qui vous appelle. Mais tant mieux, c'est bien, c'est une bonne initiative. Voilà, c'est bien fait de vous écouter. Pour parler de ce livre absolument incroyable, tout comme le destin d'ailleurs de Jeanne Dieulafoy, cette Toulousaine, à une époque où, je vais vous citer d'ailleurs, on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on n'a plus de temps à perdre, hein. À cette époque, tout le monde pense que les femmes n'ont pas les capacités d'affronter un monde étranger et hostile. Georges Curzon, ministre britannique des Affaires étrangères, écrit: le sexe et la formation des femmes les rendent inaptes à l'exploration. Le genre de globetrotter pro-féminin avec lequel l'Amérique nous a familiarisés est l'une des horreurs de cette fin de siècle. Il faut dire qu'on est en 1880 à peu près. Oui, à peu près, oui. Mais effectivement, ça gênait un peu l'établissement, on va dire, masculin, qui est des femmes qui s'autorisent à porter des pantalons et à partir courir le monde. Jeanne Dieulafoy est une figure incroyable, une figure toulousaine en plus. Oui, effectivement, elle est née en 1851, donc à Toulouse, rue Jouxtègue, vraiment dans l'hypercentre. Et donc voilà, elle avait une famille qui était issue du commerce bourgeois toulousain, comme son mari Marcel Dieulafoy. Et par contre, elle a fait des études, ils l'ont envoyée en pension quand elle était jeune fille. Elle a fait des études au couvent de l'Assomption à Auteuil. Donc elle a eu une partie de son enfance aussi parisienne. Et donc elle va se lancer à corps perdu dans toutes sortes d'aventures. Et je le disais tout à l'heure, pour commencer, elle va suivre son mari qu'elle vient d'épouser. Ils sont jeunes mariés. Son mari va s'engager alors qu'il n'est pas mobilisable, je crois. Oui, effectivement, il était le chef donc de l'architecture, il était l'architecte en chef de la ville de Toulouse. Effectivement, comme ils étaient très patriotes dans l'âme, ils se sont mariés au mois de mai. Au mois de juillet, il y avait la guerre, et bien ils ont décidé comme voyage de noces, ils ont choisi les tranchées. Voilà. Ça commence très très fort et ça n'arrête pas jusqu'à la fin de sa vie. Oui, puisque même à la fin de sa vie, quand elle aura 60 ans passés, elle va aussi décider de partir à la guerre 14-18 avec son mari. Et c'est vrai qu'ils ont gardé, comme beaucoup de Français, l'aspect revanchard de la guerre de 70. Ils veulent récupérer l'Alsace, la Lorraine. Et donc ils vont partir, mais bon, elle va y laisser sa vie. Oui. Elle est née, oui, voilà, en juin 1851 et elle meurt le 25 mai 1916 à l'âge de 65 ans, après avoir parcouru le monde à la recherche de traces archéologiques. C'est surtout son homme, Marcel, qui voulait prouver des choses en allant à Persépolis. Oui, effectivement, quand ils sont partis en 1881 en Perse, donc l'Iran actuel, en fait, Marcel Dieulafoy est en contact avec le grand architecte Viollet-le-Duc, et avec qui il avait partagé donc ses idées en fait sur le fait que l'architecture gothique occidentale en fait elle tirerait ses sources donc de l'architecture des Achéménides, donc qui était une grande dynastie de la Perse à l'époque d'Alexandre le Grand. Et donc ni une ni deux, Marcel et Jeanne font leur bagage et leur gros bagage et partent en voyage. Et là commence un périple inouï, incroyable, et des aventures aussi incroyables, parce qu'il y a l'hostilité du climat, il y a les maladies, ils tombent malades, mais gravement, ils ont des fièvres épouvantables, ils se font dépouiller, enfin, c'est pas de tout repos, hein, c'est pas un voyage d'agrément. Oui, effectivement, ils vont partir, la première fois ils partent tous les deux sans ordre de mission, comme ils ont un peu d'argent de côté, ils décident de partir donc à l'aventure, et c'est vrai qu'ils vont passer plus de 6000 km en bateau et à cheval dans des conditions très, très rudimentaires. À des moments ils sont sous le soleil de plomb à plus de 45 degrés, après le soir ça descend à 5 degrés, donc c'est vrai que c'est extrême dans les températures, dans le temps passé à cheval. Voilà, ils ne mangent pas à leur faim et ils contractent des fièvres. Et même Jeanne Dieulafoy devra être attachée à son cheval pour ne pas en tomber parce qu'elle est vraiment épuisée. Et ils ne parlent pas les langues locales.
En tout cas, pas encore. Oui, ils les apprendront parce que ce qui est intéressant aussi chez eux, c'est que c'est un couple d'archéologues qui va à la rencontre aussi des gens, des populations. Ils se mêlent à eux, ils mangent comme eux, ils apprennent à parler. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là aussi, c'est très humain. Après une éducation, vous l'avez dit, bourgeoise, hein, c'est la bourgeoisie toulousaine, ils dorment à la dure par terre, enfin, changement de régime total. Et oui, effectivement, oui, mais quand elle commence à faire ses bagages, justement, beaucoup d'amis lui disent « Oh, mais quand même, tu vas pas laisser un peu tes avantages de maîtresse de maison en partant comme ça. » Et puis non, elle, ça lui plaît, en fait. Elle est faite pour l'aventure. Avec les cheveux courts. Oui, elle va couper ses cheveux, effectivement. Qu'elle va raser parce qu'ils vont attraper des poux. J'ai la petite histoire. Rien ne lui épargné. Effectivement. Et puis, alors ça c'est la petite histoire, mais pour la grande histoire, elle est décorée de la Légion d'honneur. C'est une des premières femmes à avoir la Légion d'honneur. Oui, elle fait partie des 30 premières femmes à avoir eu la Légion d'honneur. Elle l'a eu en octobre 1886. En fait, après leur premier voyage, ils en ont fait un deuxième. Là, cette fois-ci, ils étaient missionnés par le gouvernement. Et à leur retour, ils ont ramené plein de prestigieux objets qui sont toujours visibles d'ailleurs au musée du Louvre. Ceux qui peuvent aller à Paris quand on le pourra verront que c'est vraiment, ils ont ramené des très belles choses. Et pour l'inauguration des salles d'exposition, effectivement, elle a été décorée de la Légion d'honneur. Ils ont ramené, alors quand même, ils ont ramené 40 000 kilos, je crois, de souvenirs. Oui, effectivement, c'est pas des petits bibelots, oui, ça ne tient pas dans la poche. Oui, on imagine les difficultés administratives aussi, parce qu'il fallait qu'ils passent quelques frontières avec 40 000 kilos de souvenirs. Oui, effectivement, ils ont eu des petits soucis, notamment à la frontière turque, où on voulait conserver certaines de leurs caisses. Jusqu'à la fin, ça a été vraiment un périple. Et quand ils ont fini leur grande épopée en Perse, on a affrété, s'ils sont arrivés en bateau à Marseille, on a affrété carrément un train entier dédié à ce qu'ils avaient ramené jusqu'à Paris. Voilà. Ce qu'ils avaient ramené effectivement et qui va permettre l'inauguration de 2 grandes salles au musée du Louvre, les 2 salles Dieu à la foi d'ailleurs qui portent leur nom. Oui, effectivement, ils ont ramené notamment d'immenses chapiteaux à tête de taureau. Et puis quand on le visite, c'est vrai que c'est très impressionnant. Quand il y a une personne à côté, c'est immense. La frise des archers aussi, les archers de Darius, un roi perse. Voilà, c'est des très belles pièces qu'on peut voir. Et c'est de son fait à Jeanne. Bien sûr, son mari est là, mais elle a une obstination qui va payer parce que c'est pas évident de découvrir comme ça ces trésors. Oui, parce que quand ils sont partis, avant d'aller où ils ont fait leur fouille à Suse, qui est dans le sud-ouest de l'Iran actuel, ils sont passés par Persépolis. Et c'est vrai qu'à Persépolis, tout était déjà hors sol. Tandis qu'à Suse, ils ont dû creuser des tranchées pour trouver des... Et elle, c'est vrai qu'elle a la chance du débutant, où elle a une bonne intuition, mais elle sait toujours plus ou moins où creuser. Et c'est elle qui va découvrir les archers. Et comme elle n'a pas eu d'enfant, elle disait un peu qu'elle était la mère de ces archers qu'elle a découverts. Alors elle a des talents, elle a un nez incroyable pour découvrir donc les objets. Elle a aussi un talent incroyable de photographe. Elle va signer des livres illustrés de ses photos qui vont avoir un succès qui est aussi dû, c'est très anecdotique ça aussi, mais ça vaut le détour quand même, j'aime bien ce genre de petites précisions. Ces livres de photos ont beaucoup de succès parce qu'ils montrent quand même des civilisations où les gens sont assez dénudés. Chose qui à l'époque était quand même... Ça choque un peu. Ouais. Oui. Mais effectivement, en plus, quand elle part là-bas, elle est habillée en homme, donc beaucoup de gens la prennent pour un homme. Et elle se balade toujours avec son appareil photo. Et ça intrigue beaucoup les gens qu'elle rencontre. Et en même temps, ça crée une certaine intimité. Les gens vont vers elle. Et comme ça s'avère être une femme, elle a aussi la possibilité d'entrer dans les Anderoun. C'est les harems perses. Et là, effectivement, elle peut rencontrer des femmes et c'est sûr qu'elles n'ont pas du tout le même costume que les occidentales. C'est un livre que vous avez écrit avec une grande sensibilité qui commence d'ailleurs au cimetière. Oui, effectivement. Bon, ça paraît peut-être pas très, très joyeux, mais
en fait, oui, j'habite pas loin du cimetière de Terre-Cabal, donc c'est un... À Toulouse, donc. Terre-Cabal, pardon, oui, c'est un cimetière sur les hauteurs. C'est un peu l'équivalent on va dire, du Père-Lachaise à Paris. Et donc, il y a la tombe de Jeanne Dieu-la-Foi, et c'est vrai que j'allais souvent me recueillir sur sa tombe quand je rencontrais des difficultés. Et donc, le livre commence par là, parce que c'est le seul endroit où j'avais l'impression un peu de pouvoir la voir, puisque les endroits où elle a vécu ont été détruits. Donc, voilà, c'était un peu pour me rapprocher d'elle. C'est une biographie, c'est absolument pas romancé? Non, j'ai essayé vraiment de suivre. J'avais à cœur, en fait, comme c'est une personne qui n'existe plus, j'avais à cœur vraiment de la représenter telle qu'elle. Et c'est pour ça que je cite beaucoup de passages qu'elle a écrits. Et je cite aussi son journal intime, parce que j'avais vraiment à cœur que ça lui ressemble. Et pendant mes recherches, j'ai aussi découvert ses descendants. Parce que même si elle n'a pas eu d'enfants, ses sœurs ont eu des enfants. Et voilà, c'était important pour moi aussi d'avoir un peu qui me soutiennent dans ce projet. Voilà. Audrey Marty, il est temps de nous quitter, et hélas, en tout cas, ce livre, c'est un très joli cadeau de Noël, hein. C'est un livre d'aventure, mais qui est vrai, tout voilà, est vrai. Ça se lit comme un livre d'aventure, effectivement, ouais. Et il y a de quoi vous occuper. Et alors, qu'en est-il de l'exposition que vous aviez, que vous signiez à la bibliothèque d'études et du patrimoine à Toulouse? Et bien, elle avait commencé en septembre, elle devait être reprolongée, puis finalement, ça va pas être possible. Voilà, ils ont. Et voilà. Elle ne sera pas reprogrammée? Elle sera reprogrammée peut-être plus tard, mais pas à la bibliothèque. Hein. Voilà, c'était compliqué parce qu'il y avait des objets assez fragiles, et prolongés les aurait peut-être abîmés. Donc voilà, finalement, ça n'a pas. Mais j'aurais aimé, mais bon, on peut pas. La situation actuelle, c'est qu'il faut s'adapter et rebondir. Audrey Marty, oui, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment. Je rappelle donc le titre de votre livre paru aux éditions du Papillon Rouge, Le destin fabuleux de Jeanne Dieu-la-Foi, de Toulouse à Persépolis, l'aventure au féminin. Merci. Très bien, merci. 9h-11h.